On débute avec une liste Astra Militarum dans le détachement Combined Arms. Dans les personnages, on commence avec Ursula Creed en tant que seigneur de guerre. On rajoute une escouade de commandement cadienne et 2 Rogaldorn commandeurs. Dans les unités de ligne, nous aurons un grand bloc de 20 troupes de choc cadiennes, en transport dédié 2 chimères, et pour le reste, 2 unités de 10 casse-grains, une unité de 10 Tempestus Aquilon, un Lehman Russ Exterminator, 2 unités d'une sentinelle de reconnaissance, et enfin dans les unités alliées, Canis Rex. La liste repose sur un double Rogaldorn commandeur avec leurs tirs multiples, leur solidité hors norme et leur capacité à donner leurs ordres. Ces 2 blindés incarnent la force de frappe principale de la liste tout en bénéficiant de la règle du détachement, leur permettant d'appliquer plus de dégâts de façon fiable à distance. En parallèle, Ursula Creed et l'escouade de commandement cadienne forment un pôle essentiel, orchestrant les ordres, optimisant la létalité de l'infanterie et servant d'écran dans la zone de déploiement. Ces pièces soutiennent efficacement les unités spécialisées, comme les casse-grains, les Kasserkin et les Tempestus Aquilon, capables de frappes précises ou d'interventions rapides pour nettoyer ou contester un objectif clé. Canis Rex, jour présent malgré son coup, joue un rôle fondamental. Il impose une présence de mêlée dans une armée historiquement plus orientée au tir. Capable de tenir un flanc à lui seul, il complique considérablement les plans des armées trop spécialisées et oblige l'adversaire à répartir ses sources. Cette liste repose sur un équilibre solide entre puissance de feu, durabilité et projection ciblée. Elle tire parti du détachement Combined Arms pour faire fonctionner chaque segment de manière optimale. Avec Canis Rex, malgré ses dernières augmentations, est ici pour punir l'excès de passivité ou de projection adverse. La liste constitue une force redoutable dans un méta où le désengagement du tout anti-char devient de plus en plus courant. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons tout d'abord un double Rogaldorn extrêmement difficile à gérer. Canis Rex qui ajoute une menace de mêlée complètement inattendue dans ce genre de liste, une synergie optimisée surtout via les ordres et les capacités du détachement, une synergie optimisée via notamment les ordres et les différents avantages du détachement, et une capacité à contrôler la table en largeur comme en profondeur. Côté faiblesse, vous avez peu d'unités sacrifiables pour le tempo ou les primaires. Vous avez une forte dépendance à la survie de vos blindés, une faible présence en mêlée en dehors de Canis Rex. Oui, dans cette liste, aucun bull green. Et enfin, les casse-grains et les Tempestus Aquilon manquent de protection native, car vous n'avez pas, par exemple, notamment pour les Kasserkin, de transport dédié. Ce sera une liste Emperor Children dans le détachement Coterie of the Conceited. Dans les personnages, on commence avec les 2 princes démons de Slaanesh avec leurs ailes, dont l'un aura l'optimisation Pledge of Unholy Fortune. On rajoute 2 seigneurs exultants, un seigneur cacophoniste en tant que seigneur de guerre, et bien entendu Lucius l'Éternel. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 5 Infractors et 2 unités de 5 Tormentors, en transport dédié 2 Rhino, et pour le reste, très simple, 3 unités de 6 Noise Marines et 2 unités d'un seul Ferro Cerberus. La force de cette liste repose sur la brutalité explosive des unités d'élite et leur capacité à submerger l'adversaire par une pression constante dès les premiers tours. Les 2 princes démons ailés assurent à la fois une projection rapide et une capacité brutale à engager des unités ennemies tout en profitant de leur solidité et d'un bon volume d'attaque. L'optimisation Pledge of Unholy Fortune sur l'un d'eux renforce sa résilience, particulièrement sur des cibles critiques. Le cacophoniste amplifie la létalité des Noise Marines qui constituent le cœur du potentiel de destruction à distance et de harcèlement mobile, tout en contrôlant efficacement le tempo. Lucius apporte quant à lui un point d'ancrage dangereux à mi-distance, capable de menacer aussi bien des personnages adverses que des unités d'élite, notamment grâce à ses interactions contre les armes puissantes et ses règles anti-personnages. L'ensemble est propulsé par les Rhinos, offrant une sécurité initiale contre les frappes d'ouverture tout en positionnant rapidement les unités importantes. Les Ferro Cerberus complètent la liste avec un impact immédiat contre les véhicules ou les unités résistantes, ouvrant des brèches en attirant l'attention loin des unités plus fragiles. Les Infractors et Tormentors apportent une légère prise d'espace et permettent de jouer la mission, bien que les premiers, accompagnés de leurs seigneurs exultants, soient capables de réaliser des percées dans les 2
premier tours, surtout grâce à la mobilité et la projection fournie par les Rhinos. Nous avons ici une liste construite pour dominer les armées d'élite et les matchs agressifs. Grâce à ses unités ultra létales et une vitesse remarquable, elle peut submerger l'adversaire rapidement tout en contrôlant le rythme du jeu. Si elle parvient à survivre au premier tour et à projeter ses forces dans les bonnes zones, elle devient extrêmement difficile à contenir. Sa faiblesse se manifeste toutefois dès lors qu'elle ne parvient pas à conclure rapidement ou qu'elle est confrontée à un adversaire capable de l'user à distance. Du côté des forces, nous avons une vitesse et une projection exceptionnelles sur l'ensemble du champ de bataille. Les Noise Marines sont très létaux et capables d'échanger efficacement à courte portée. Les Ferrocerberus utiles pour casser des positions défensives ou fixer des cibles prioritaires, ainsi qu'une synergie efficace entre les personnages et leurs unités pour des combos offensifs puissants. Côté faiblesse, nous avons tout d'abord une faible présence sur des objectifs secondaires ou reculés. La liste est très sensible à la perte de ses personnages clés. Elle a aussi une fragilité relative en phase de tir adverse sans ses Rhinos, et enfin une difficulté à gérer des armées avec une forte résistance combinée à du tir longue portée. On aura une liste Blood Angel dans le détachement Angelic Inheritor. Les personnages, on commence avec le chef Librarian Méphiston, le commandeur Dante en tant que seigneur de guerre, le Sanguinor, un apothicaire, et je précise bien un apothicaire, et non pas le prêtre sanguinien, ensuite 2 capitaines en réacteurs dorsaux, et enfin un lieutenant avec armes combinées qui aura l'optimisation Ordained Sacrifice. Pour les unités de ligne, ce sera très simple, une simple unité de 5 intercesseurs. Pour le reste, on redécouvre une unité de 5 Désolation, un grand bloc de 6 Inceptor Plasma, une unité de 5 Infiltrators, 3 unités de 3 gardes sanguiniennes et 2 Vindicators. Nous avons ici 3 piliers complémentaires, les gardes sanguiniens, les Inceptors et les Désolations. Répartis en 3 unités de 3, les gardes sanguiniens sont ici utilisés comme escouade de frappe. Grâce à l'amélioration de l'Angelic Inheritor, notamment la relance des 1 pour toucher et blesser, ces unités réduites maximisent leur efficacité tout en limitant leur exposition. Leur rôle est double. Harcèlement contre l'arrière-ligne adverse et un soutien de mêlée pour sécuriser les objectifs contestés. Les Inceptors, renforcés par le stratagème Strike Now for Glory, incarnent la seconde lame de la liste. Leur mobilité exceptionnelle et leur puissance de feu à courte portée en font une menace constante, difficile à neutraliser sans un plan de réponse spécifique. La possibilité de les repositionner au bon moment avec le stratagème Unto the Burning Skies permet aussi d'exercer une pression latérale ou de punir une ligne adverse désorganisée. À distance, les Désolations assurent une couverture dissuasive. Protégés par l'apothicaire, mais surtout le stratagème In the Shadow of Great Wings, ils peuvent opérer en toute sécurité derrière des décors et cibler les unités vulnérables à travers le champ de bataille. Dans un environnement où les Plaguebeard Scrollers ont décliné, la tentative de se cacher à portée courte derrière des murs redevient courante. Et c'est précisément là que ces Marines brillent. L'encadrement des personnages est lui aussi calibré. Le duo Dante et Sanguinor permet de menacer tout adversaire orienté mêlé. Le premier assure une présence stable, fiable et polyvalente, tandis que le second est une pièce d'anti-mêlée pure. Grâce à ses capacités de redéploiement et de combat en premier, il introduit un rapport de force asymétrique sur les engagements rapprochés, punissant toute erreur de projection. Méphiston, quant à lui, combine sa résistance naturelle et sa polyvalence à des fonctions d'écran ou de frappe secondaire. Enfin, le choix des Vindicators vient compléter la palette de réponses de la liste. Robustes et redoutables contre des unités denses ou mal protégées. Ils ajoutent une pression d'artillerie tout en compliquant les charges frontales. Le reste de la liste assure principalement la prise d'objectif, le scoring passif ou la génération d'écran contre les frappes en profondeur. Cette liste Blood Angel s'éloigne des archétypes hyper agressifs pour proposer une version mixte redoutablement flexible. Elle repose sur des unités d'élite soigneusement calibrées, disposant chacune d'un rôle clair dans le plan de jeu. En combinant des menaces éclatées, une puissance de feu indirecte et des contre-attaques létales, ainsi qu'un ancrage défensif efficace, elle s'avère capable de rivaliser avec toutes les strates de la méta, en particulier dans un environnement saturé de Space Marine spécialisé dans le corps à corps.
Du côté des forces, nous avons des menaces multiples et éclatées qui sont difficiles à verrouiller par l'adversaire. Une synergie forte entre le détachement Angélique Inheritor et les unités d'élite. Une capacité de projection et de repositionnement élevée, ainsi qu'une défense passive solide, notamment via les stratagèmes. Côté faiblesse, évidemment, nous avons un corps d'armée dispersé, vulnérable à des stratégies de saturation très larges, une fragilité des gardes sanguiniens si vous êtes mal positionné, un risque de surestimer la polyvalence des Vindicators, car finalement ce n'est qu'un décitir. Oui, vous avez quelques bonus, mais vous êtes extrêmement soumis à la variabilité de votre jet de dés. Et enfin, vous avez une faible présence d'unités utilitaires qui vous expose au scoring secondaire adverse. C'est-à-dire que si votre adversaire arrive à valider bien mieux que vous ses secondaires, alors cela peut vous poser énormément de problèmes. Nous finirons ce top 4 avec une liste Space Wolf dans le détachement Beast Slayers. Oui, vous avez été nombreux à me le demander et donc voilà une liste que je trouve très intéressante. Regardons tout ça. Dans les personnages, on commence avec Arjak, ensuite un lieutenant avec son arme combinée, Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre, Ragnar Crinière Noire, ainsi qu'un chef de bataille garde-loup avec l'optimisation Wolf Touch. Du côté des unités de ligne, nous aurons une simple unité de 5 intercesseurs. Pour le reste, une unité de 5 loups fenriciens, un Gladiator Reaper, 2 Land Raiders classiques, une unité de 5 scouts, une unité de 3 cavaliers sur loup tonnerre, un grand bloc de 6 preneurs de tête garde-loup, alors attention, petite précision, ils ont les doubles armes. Ensuite, une autre escouade, mais cette fois-ci plus petite de 3, mais bien sûr accompagnée des 3 Hunting Wolves. Et pour finir, 2 unités de 5 Terminators garde-loup. La force de cette liste réside dans sa capacité à conjuguer la résilience des blindés Space Marine et la brutalité des unités d'élite Space Wolf dans un plan de jeu fondé sur la projection, le tempo et la menace sur la ligne de front. Le choix du détachement Saga of the Beast Slayer optimise la létalité contre les grosses cibles, tout en donnant une direction claire et des points d'impact explosifs contre des armées disposant de grosses pièces et contrôler l'espace via des unités spécialisées dans les échanges rapprochés. Les 2 Land Raiders servent de colonne vertébrale au dispositif. Leur rôle est double, garantir un transport sécurisé des unités d'élite et apporter un appui-feu lourd contre les unités résistantes. Ce choix permet de compenser l'absence de certaines unités à distance tout en offrant un tremplin mobile pour les Terminators et les preneurs de tête garde-loup. Ces derniers sont les véritables moteurs de létalité. Les 2 escouades de preneurs de tête, dont l'une intégrant 3 figurines, assurent une capacité de saturation et de frappe rapide. Portées en combat par leur transport, elles peuvent frapper fort et très tôt, notamment lorsqu'elles sont accompagnées de personnages comme Ragnar ou le chef de bataille garde-loup avec l'optimisation Wolf Touch, qui accorde un bonus de plus de pouces à son mouvement, augmentant ainsi significativement leur rayon d'action dès la sortie du véhicule. Les Terminators garde-loup assurent un deuxième rideau d'impact, capable de soutenir les lignes ou de punir une percée adverse. Leur résistance naturelle, combinée à la menace de charge en sortie de Land Raider, leur permet de fixer les objectifs secondaires, tout en étant difficiles à déloger. Arjak et Logan viennent ici renforcer l'ancrage et la létalité, tout en apportant des synergies défensives ou offensives selon la situation. Le reste de la liste complète le tableau. Les scouts et les intercesseurs gèrent les objectifs secondaires et les missions, les loups fenriciens participent à la prise d'espace ou servent de cordon défensif, et la cavalerie sur loup tonnerre apporte une 3e lame de charge rapide. Enfin, le Gladiator Reaper agit comme soutien de tir et comme harceleur contre les infanteries groupées ou les cibles légères. Cette liste Space Wolf tire le meilleur parti de la 10e édition en combinant transport lourd, unité de mêlée hautement spécialisée et une capacité de pression à plusieurs niveaux. Grâce à des menaces bien réparties, un haut niveau de résilience et une projection efficace via les transports, elle peut s'imposer aussi bien contre des armées de tir statique que contre des constructions de mêlée trop linéaires. Le choix du détachement Beast Slayer donne une orientation claire contre les armées à grosses menaces, et cette version de la liste incarne une lecture moderne et compétitive du chapitre. Du côté des forces, nous avons tout d'abord un double Land Raider. Cela assure une projection, une résilience élevée et surtout une menace lourde. Les preneurs de tête et les Terminators sont très létaux dans un plan d'assaut multiple.
Vous avez aussi une adaptabilité des personnages, Ragnar, Logan et Arjak en soutien offensif ou défensif selon vos choix. Et vous avez une bonne gestion du rythme de la partie et des angles de frappe. Côté faiblesse, il y a tout de même une faible présence d'unités pouvant tenir les objectifs sur la longueur. Et cela pourrait être problématique si vos unités utilitaires étaient drastiquement ciblées par votre adversaire dans les premiers tours. Vous avez peu de saturation à distance et vous êtes extrêmement dépendant du gladiateur et surtout des Land Raiders pour assurer ce rôle. La liste reste sensible aux constructions jouant sur le contrôle ou la temporisation, notamment via des écrans ou des redéploiements. Enfin, certaines unités sans transport, les loups tonnerres et les loups fenriciens peuvent se retrouver isolés ou exposés trop tôt, et cela peut devenir problématique si jamais vous laissez des trous sur le champ de bataille où l'adversaire pourrait s'immiscer. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bons d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Nous aurons une liste Black Templar dans le détachement Gladius. Dans les personnages, on commence avec 3 Castellanes, un champion de l'empereur équipé de l'honneur véhément, le haut marshal Elbrecht en tant que seigneur de guerre, un lieutenant en armes combinées et 2 marshals. Côté unité de ligne, nous aurons une seule escouade de 5 intercesseurs d'assaut. Pour le reste, une escouade de 5 infiltrateurs, un Land Raider Redeemer, 2 répulseurs exécutionneurs, une escouade de 5 scouts et 3 unités de 5 frères d'épée. La stratégie de la liste repose sur un principe simple mais efficace. Insérer un duo de personnages, Marshal, Castellan, dans une unité de 5 frères d'épée pour en faire une ogive de mêlée capable de fracasser des unités d'élite comme de la piétaille en toute autonomie. Le détachement Gladius, bien qu'accessible à tous les chapitres Space Marine, trouve ici une pertinence spécifique avec les Black Templars. L'accès facilité à l'avance-et-charge, voire le désengagement, tir et charge via les doctrines ou le stratagème. Stratégie adaptative. La projection rendue possible grâce au transport et la létalité multipliée par les améliorations des personnages embarqués. Les frères d'épée sont le pilier offensif, 3 unités de 5, chacune potentiellement accompagnée, que ce soit la combinaison du Marshal et des Castellans ou de Elbrecht et d'un Castellan. Le tout embarqué dans des transports adaptés à leur rôle. Les répulseurs exécutionneurs remplissent ici un double objectif, fournir une plateforme de tir anti-char de longue portée et servir de transport endurance 12 pour les différentes unités. Leur robustesse, leur tir de dissuasion et leur capacité à accueillir une unité de corps à corps en font des pièces importantes. Le Land Raider Redeemer joue un rôle plus offensif à courte portée, tout en permettant d'amener une unité en plein cœur de l'ennemi avec un pouvoir de dissuasion par l'Overwatch. La multiplication des personnages permet à chaque point d'impact d'être boosté au maximum. Le champion de l'empereur est une pièce solo, capable d'exécuter des personnages adverses ou d'engager des unités résistantes. En soutien, la liste reste sobre. Des unités légères comme les infiltrateurs, les scouts, les intercesseurs d'assaut assurent ici la prise d'espace, le screen et le scoring du primaire. Leur rôle est utilitaire, permettant de compléter un plan de jeu tourné principalement vers la destruction et l'occupation du terrain. Cette version des Black Templars illustre la tendance actuelle des constructions Space Marine, une mêlée élitiste boostée par des personnages appuyés par des véhicules lourds et projetés à travers des transports blindés. Le ratio mobilité, robustesse, létalité est parfaitement optimisé, faisant de cette liste une menace sérieuse contre la plupart des archétypes. Les choix d'équipement, l'utilisation intensive de personnages et la flexibilité des doctrines renforcent encore la capacité de la liste à s'adapter et à dominer dans un environnement de jeu saturé d'armées de mêlée. Du côté des forces, nous avons une multiplication des unités de frappe, paire d'épée plus les personnages, qui est très difficile à intercepter. Le double répulseur exécutionneur apportant la puissance de feu, le transport et la résilience, une excellente adaptabilité via la
Gladius et l'accès aux doctrines, ainsi qu'une haute densité de personnages apportant relance et amélioration de la létalité. Côté faiblesse, nous avons tout d'abord une faible présence en unités utilitaires, ce qui peut nuire au scoring si elles sont détruites trop tôt. Une dépendance logistique au transport, une perte prématurée peut désorganiser la projection, ainsi qu'un manque relatif de saturation à distance contre des hordes ou des armées MSU mobiles. Et enfin, votre mobilité reste moyenne en dehors de vos transports, notamment pour les personnages restants ou isolés. Nous aurons une liste Thousand Suns dans le détachement Grand Covent. Dans les personnages, un sorcier exalté sur disque de Tzeentch équipé de l'optimisation en Cadaeum. 2 maîtres infernaux, le premier avec l'optimisation Umbralific Crystal et le second avec le Eldritch Vortex of Etaph. On rajoute Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre, un sorcier Thousand Suns et enfin un Tsangor Shaman. Côté unité de ligne, on fera très classique, 4 unités de 5 rubriques Marines en transport dédié, un Rhino et pour le reste, 2 Mutalis, 3 blocs de 6 Tsangor éclairés avec leurs arcs et enfin un bloc de 10 Tsangor. Cette liste Thousand Suns s'appuie sur la structure désormais bien connue du détachement Grand Covent, articulé autour d'un tronc, Magnus, Rubrix Marine et Mutalis, ainsi que d'une force de projection portée par les Tsangor éclairés avec leurs arcs. Elle repose sur une mécanique d'attrition à mi-distance soutenue par une forte pression exploitant la mobilité et la portée pour désarticuler progressivement le jeu adverse. Au cœur trône Magnus le Rouge, sa capacité à projeter une menace sur la table tout en servant de réservoir de relance et aux auras de contrôle en fait une pièce essentielle. Il agit comme catalyseur, l'adversaire doit constamment l'avoir en tête dans son placement, même lorsque Magnus n'agit pas directement. Autour de lui, 4 unités de Rubrix Marines fournissent une assise stable. La présence d'un Rhino permet même de projeter 1 ou 2 escouades à travers la table ou de protéger un personnage clé d'une précision anticipée. Les 2 Mutalis Vortex servent de leurre, capables d'avancer au centre de la table dès le début de la partie sans compromettre le tempo général. Le rôle est double. D'abord, forcer l'adversaire à révéler ses menaces, en les engageant ou en les contournant, et offrir une plateforme secondaire de menaces en cas de choix stratégique passif de la part de l'adversaire. Et c'est dans les Tsangor éclairés que réside le bras armé de la liste. 3 unités de 6 sont capables de projeter une saturation de tir avec une létalité effective contre les armées de mêlée, comme contre les unités plus nombreuses grâce à leur volume de tir, leur portée et leur mobilité. Leur combinaison avec le détachement Grand Covent leur permet de cumuler des malus pour l'adversaire et des bonus pour eux-mêmes, accentuant leur impact dans les tours clés. Les Tsangor à pied, quant à eux, servent d'écran ou de force de contestation selon le plan de jeu. Cette liste incarne parfaitement le style de jeu du Grand Covent, un plan de jeu initial passif-agressif visant à provoquer les erreurs adverses par une présence menaçante, puis un basculement brutal vers l'offensive via la combinaison de sorts, de tirs et de saturation. C'est une armée qui excelle dans les formats d'élite, ou contre les armées imprécises dans leur tempo. Elle nécessite cependant une excellente maîtrise du rythme, une parfaite connaissance des match-ups et une capacité à punir toute erreur adverse, même minime. Aux mains d'un bon joueur, elle convertit presque toutes les parties en petites ou moyennes victoires. Du côté des forces, nous avons d'abord une pression psychique constante avec une fiabilisation des rituels, notamment grâce au bonus de Magnus ou alors des Mutalis. Les Tsangor éclairés, particulièrement létaux contre les élites ou les unités fragiles à couvert. Vous avez un plan de jeu flexible capable de basculer d'un tempo passif à l'offensive très rapidement, et une bonne résilience combinée à des outils de repositionnement, que ce soit via le cristal umbralifique, le Rhino ou la mobilité via les rituels. Côté faiblesse, vous avez une forte dépendance à l'exécution du plan de jeu. Les erreurs de tempo sont rapidement punies. Une résilience globale moyenne, en dehors des Mutalis et de Magnus, les unités encaissent mal les représailles. Une difficulté à gérer une pression large multifront, notamment contre des hordes rapides ou une saturation à courte portée. Et enfin, la liste nécessite une micro-gestion importante pour rentabiliser les personnages et maintenir les synergies en place. On finira avec une liste tôt dans le détachement Koyon. Oui, on change un petit peu du Crew Hunting Pack. Allez, regardons tout ça. Les personnages, ce sera simple, la Commander Shadowsun en tant que seigneur de guerre. Côté unité de ligne, une unité de Deep Breacher, en transport dédié, un Devilfish, et pour le reste, une unité de Deep Carnivore,
une unité de 10 cibleurs, 2 unités de 3 stealth, une unité de 5 Vespid, une unité de 2 Krutox Riders, une Ghost Kill, un Hammerhead, 2 unités d'un seul Piranha, 3 Riptide et enfin 2 Skyray. Cette liste a une approche classique du détachement Koyon, un plan de jeu en 3 temps, reposant sur la temporisation initiale, le contrôle de la zone médiane, puis une explosion de létalité à partir du tour 3. Son architecture combine saturation de tir, projection et présence sur les secondaires grâce à une diversité d'unités mobiles. Le trio de Riptide constitue l'épine dorsale du dispositif défensif et offensif. Leur polyvalence leur permet de contrôler le centre et de verrouiller les angles de tir au fil des tours. Ils sont idéalement accompagnés par Shadowsun, dont les relances rendent l'ensemble beaucoup plus menaçant une fois le timing enclenché. Autour de ce noyau lourd, une multitude d'unités plus spécialisées jouant le rôle de tampon, de dissuasion et de contre-feu. La Ghost Kill et les Stealths permettent un jeu agressif en début de partie, bloquant les angles de poussée ennemie ou forçant des détours. Les Pathfinder, avec leur mouvement d'éclaireur et leur désignateur laser, améliorent la létalité globale tout en participant aux missions secondaires. Le Devilfish et les Brécheurs assurent une menace de contre-charge ou de contestation violente, notamment dans les tours 3 et 4, lorsque Koyon libère son potentiel. L'adjonction de petites unités rapides, Piranha, Vespid, Croûte Carnivore, permet d'aller chercher des points à la marge, ou de diluer la pression sur les unités importantes. Enfin, la présence combinée du Hammerhead et des Skyray accentue cette spécialisation anti-char ou anti-élite, particulièrement utile contre les grosses plateformes adverses ou les véhicules résistants. Au final, cette version Koyon exploite à la perfection le principe du temps différé, ne pas chercher à gagner les échanges initiaux, mais les rendre coûteux pour l'adversaire, puis capitaliser une fois la létalité boostée disponible. En gros, la liste récompense les joueurs capables de faire durer la partie, et de moduler leur pression en fonction du tempo adverse. Si elle reste sensible aux armées ultra agressives au tour 1 et 2, sa montée en puissance est l'une des plus violentes du jeu, et lui permet de reprendre la main de façon spectaculaire à partir du tour 3. Une excellente alternative au Croûte Hunting Pack des dernières semaines, plus défensive mais non moins létale. Pour ce qui est des forces, nous avons tout d'abord une montée en puissance explosive à partir du tour 3 grâce au détachement Koyon. Les 3 Riptide comme socle de résilience et de saturation longue portée, une forte densité de tir spécialisé, anti-élite, anti-char et saturation, et enfin vous avez de nombreux petits outils pour jouer les secondaires et temporiser. Côté faiblesse, vous dépendez fortement de la survie jusqu'au tour 3. Vous êtes donc sensible aux listes très agressives. Vous avez une faible présence en mêlée, vous êtes vulnérable à l'enfermement ou aux attaques coordonnées, vous nécessitez une excellente gestion du placement pour éviter les angles mortels. Et enfin, la lenteur du plan de jeu peut être punie sur des cartes à scoring rapide ou à pression forte en début de partie, comme notamment le déploiement en recherche et destruction.